expliquer un petit peu la démarche. Ah, on est enregistré. Alors attention, parce que les insultes, c'était avant, parce que là maintenant, ça sera enregistré. Ah oui, il faut que je fasse continuer. Pourquoi j'ai... Okay, attends. J'ai plusieurs écrans, excusez-moi. Bon. D'ailleurs, vous voyez ma tête peut-être tourner dans tous les sens. J'ai au moins 3 écrans en face de moi. Ne vous inquiétez pas, mais je vous vois bien. L'idée par rapport à ça, c'est que je voulais lancer ce type de réflexion parce qu'aujourd'hui, il est clair que les organisations avec qui on travaille, alors quand je dis organisation, je vais l'expliquer un peu, mais ça peut être des entreprises, mais ça peut être à l'intérieur d'une entreprise, il y a plusieurs organisations. Il y a un très peu qui ne considèrent pas l'agilité dans leur mode de fonctionnement. En 2021, je le vois, je l'entends partout. Les gens ont compris que par rapport à ce qu'on vit, dans la situation dans laquelle on est, il est important d'être le plus flexible possible. Alors, d'ailleurs, sur la partie d'agilité, je ne suis pas certain que tout le monde a la même définition, mais ça, c'est pas grave. Au-delà de ça, est-ce que c'est finalement vraiment possible de transformer une organisation en agilité à l'échelle dans le monde que nous connaissons? Donc, vous allez voir, je vais expliquer pourquoi. Alors, certains, je crois que j'ai vu dans la salle, je crois que certains me connaissent. Vous pourriez en fait être surpris que je présente cela, sachant que mon métier justement, c'est de gérer, de coacher des organisations en mode agile, de bout en bout, depuis de la conception, de la réalisation, de la livraison de leurs solutions. Alors solutions, j'en parlais par la suite, mais c'est produits, services, expériences, etc., auprès de leurs clients. Et je vais aussi les accompagner dans leur virage en transformation agile, donc autour des métiers, de la technologie, de l'organisation et de la culture. Donc, je fais ça depuis longtemps. Comment je pourrais faire ce métier si finalement je n'y croyais pas? Ce serait une imposture considérable. Alors, là, je vais tout de suite quand même répondre avant de commencer. C'est que la raison, c'est simple, c'est que j'y crois en fait. Premièrement, je sais que j'y crois. Voilà. Mais par contre, alors, la deuxième raison, c'est que je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis un optimiste réaliste. C'est-à-dire que j'ai plutôt une opinion positive de l'évolution de l'environnement dans lequel on est, même si cela est rempli d'obstacles, en fait. Même si je suis conscient des obstacles qui sont présents pour y arriver. Et donc, dans ma démarche, il faut se dire les vraies choses. En fait. Pour s'améliorer, il faut se dire les vraies choses. Donc, si on fait de l'agilité, on fait de l'agilité. Si on n'en fait pas, il faut se dire qu'on n'en fait pas, dans l'idée de pouvoir évoluer. Voilà. Donc, rassurez-vous, dans le cours de la présentation, n'hésitez pas à me poser des questions. Et surtout, il y a un moment donné, je vais vraiment vous donner, de toute façon, vous faire participer. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir participer parce que, croyez-moi, des présentations, des formations en virtualité, parfois, on a l'impression d'être un peu seul, seul chez soi. Mais donc, l'idée, c'est de créer de la réactivité. Alors, par contre, je commence à présenter un certain nombre de choses pour poser le décor et partir sur les bonnes bases de ce que je vais expliquer. Donc, pour moi, il faut se rappeler que le cœur de métier, ce qu'on appelle le cœur de métier d'une organisation, c'est d'imaginer, de bâtir et de distribuer dans un rythme souvent imposé par le marché, en fait, des solutions, produits, services, expériences, savoir-faire, comme je disais tout à l'heure, à valeur ajoutée auprès des clients de l'organisation. Donc, les clients, on va parler d'utilisateur final, de l'acheteur, mais des collaborateurs, des partenaires, des citoyens, des employés, enfin, le terme client derrière, il y a tout ça. Et puis, depuis des idées au travers de chaînes de valeur, en fonction de la vision de l'organisation, en fonction et des stratégies pour les atteindre, de son identité également, et puis de ses capacités. En termes de capacité, c'est les ressources humaines, évidemment, capital humain, mais ça peut être immobilière, propriété intellectuelle, la capacité financière, etc., pour réussir à faire ça. Je pose le décor, donc ça c'est l'organisation, c'est l'écosystème de l'organisation. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'a échappé à personne que notre monde est un monde de plus en plus complexe, ambigu, incertain, volatile. Donc le fameux monde VUCA pour ceux qui connaissent, ou VUCA en anglais.
La technologie est un facteur qui a accentué ce phénomène-là, qui est un facteur puissant justement d'accélération de cette situation, que les citoyens aujourd'hui se réfléchissent, essayent de faire en même temps de preuve d'actes utiles dans leur action au quotidien, et de reprendre aussi le contrôle de leur existence pour y donner du sens. On avait déjà cette réflexion avant la pandémie, de plus en plus de personnes autour de leur métier. Et puis la pandémie, clairement, a renforcé ce sentiment, en fait. Donc Hitler, quand on rencontrait quand je travaillais avec les entreprises, même jusqu'en 2010, il fallait expliquer pourquoi l'agilité était intéressante, ça existait depuis longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, quoi. La raison d'être des organisations du XXIe siècle, c'est d'être capable d'anticiper, de s'adapter à ces diverses évolutions qu'on vit aujourd'hui, donc qui sont technologiques, économiques, sociales, sociétales, environnementales. Voilà. Donc je pose le décor comme ça. Si je reprends ce que je viens d'exprimer, c'est l'écosystème du cœur de métier de l'organisation. Et donc, chaque organisation, on peut la considérer comme un système vivant, opérant justement de cet écosystème pour réaliser son cœur de métier. Donc, moi, j'ai traduit ça par 5 domaines. Vous allez voir qu'on va détailler par la suite. Donc, une transformation agile, quand on parle de transformation agile, c'est de pouvoir rendre plus fit possible tous ces éléments, tous ces domaines qu'il y a à l'intérieur, en les connectant les uns aux autres, je dirais comme un organisme multicellulaire. Voilà. Et donc les transformations agiles, une fois qu'on a compris le fait de comprendre cet écosystème à l'intérieur d'une organisation, pour les petites organisations, ça permet quand l'organisation grandit, de conserver son agilité parce qu'elle a la compréhension de comment ça fonctionne, parce que parfois on a notamment des startups qui sont certes agiles, mais c'est parce qu'elles sont petites. Quand on est 5 dans un groupe, c'est peut-être plus facile que quand on est 22 000, par exemple chez Hydro-Québec, mon client actuel. C'est plus compliqué. Après, justement, dans des grandes entreprises, en ayant cette compréhension de ce type d'organisation, on peut le dupliquer, on peut le déployer au sein de la plus grande entreprise, notamment par duplication ou par expansion. Voilà. Donc ça, comme vous pouvez comprendre, c'est particulièrement compliqué. Donc, c'est compliqué. Par contre, le marché aujourd'hui, en 2021, ce qui n'était pas le cas honnêtement avant. Quand on parlait de ça depuis bien longtemps. Honnêtement, ça fait plus de 26 ans que je travaille, l'agilité à l'échelle. On ne disait pas ce terme-là, on le faisait déjà dans ces années-là. Donc certainement, on le faisait aussi avant. Donc, mais le marché aujourd'hui est beaucoup plus mature et il y a une multitude de partenaires, d'approches qui peuvent nous accompagner dans cette aventure. Pourtant, malgré toute cette masse d'informations, bon nombre d'organisations n'arrivent toujours pas à avoir les résultats escomptés. Alors, j'amène on rencontre plusieurs réflexions par rapport à ça. C'est que déjà, les organisations, comme je viens de le présenter, c'est complexe. C'est des entités de 5 dimensions qu'il est difficile de maîtriser de bout en bout. Sur lequel il est compliqué aussi d'amener l'ensemble de ses membres vers un objectif commun et dans un parcours d'un cheminement qui est couvert d'embûches comme la résistance culturelle. L'autre point, c'est que les approches qui sont amenées sont parfois partielles ou en silo, en fait. Donc, qui ne prend pas l'ensemble de la réalité justement du cœur de métier de l'organisation. Donc, j'ai déjà entendu, on a transformé cette entreprise. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis un site e-commerce. Ah, d'accord. Ou si vous voulez être capable de transformer en agilité votre organisation, mettez du DevOps. Il y a de la culture, il y a de la technique, il y a du processus. Vous allez être agile. Bon, si vous voulez être agile, faites du Scrum. Mais finalement, ça ne répond pas à l'ensemble. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça en tout cas. Ça ne veut pas dire que ces expertises-là sont plutôt intéressantes, mais ça ne fonctionne pas en silo et partiellement. Ou alors, on va arriver avec des méthodes qui vont être des approches avec des modes d'emploi qui vont être linéaires. Vous suivez 1, 2, 3, 4, ou alors trop compliqués à comprendre, qu'on doit appliquer mécaniquement
alors qu'il faut se rappeler que l'intention première de l'agilité, justement, est de se passer de la bonne vieille recette qui visiblement fonctionnait avant, mais qui ne fonctionne plus dans ce monde complexe dans lequel on est. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des constats qu'on fait sur le terrain quand on travaille avec les organisations. L'objet un petit peu de notre rencontre aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, OK, ça c'est bien, c'est vrai, c'est divertissant, mais finalement, le plus gros frein aux transformations agiles, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'autre? Est-ce que ça ne va pas plus loin? Est-ce que le frein principal n'est pas ailleurs, en fait? Alors, je ne vais pas vous faire, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de l'évolution économique de ces 2 dernières décennies. D'une part, parce que j'en ai pas l'expertise, ce n'est pas mon domaine de compétence. Il y a des gens qui ont apporté beaucoup, des économistes qui ont apporté beaucoup sur les explications des transformations qu'on a pu vivre en termes des révolutions industrielles ou des transformations digitales, comme l'américain Jeremy Rifkin, comme la vénézuélienne Carlota Lopez ou le français Thomas Piketty. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire mieux que moi. Pourtant, il faut quand même comprendre les grandes lignes. Donc, c'est pour ça que je vous présente au moins ça, mais ça, vous connaissez. À la fin du 19e siècle, ici, on avait le taylorisme qui décompose chaque étape d'un processus de fabrication et qui les organise en tâches répétitives, spécialisées et cadencées. En aparté, j'imagine que vous avez déjà vu sur au moins un petit passage des temps modernes de Chaplin qui montre un petit peu une phase de travail à la chaîne et répétitif. Henry Ford, dans ce qu'on appelait le Fordisme, a beaucoup intégré cette méthode-là dans son industrie automobile, et ce qui a permis finalement à cette époque-là de faire une production de masse, de réduire les coûts de production et de permettre la consommation de masse finalement. Ce qui était finalement utile, de produits spécifiques, des produits clés comme l'automobile justement. Et ce qui a permis à un certain nombre à beaucoup plus de gens d'être capables de s'acheter une automobile, une auto, ce qui n'était pas possible auparavant. Vous allez voir pourquoi je parle de tout ça. Le post-Fordisme, c'est autour du XXe siècle où on est arrivé à une saturation, enfin à la fin du XXe siècle, on est arrivé à une saturation justement de ces consommations, du marché de consommation clé, comme les voitures. Donc, saturation, ça veut dire qu'on est passé d'un passage de développement à une phase de maturité et qui s'est traduite par un passage à un marché plus diversifié, en fait, plus personnalisé, s'appuyant sur l'internationalisation de la production, de la consommation et de la finance qui est arrivée, et notamment qui a permis des levées de fonds pour les entreprises de se développer, notamment les entreprises boursières, mais aussi qui ont permis aux individus aussi de pouvoir, enfin à nous, de pouvoir de rentrer à avoir des prêts, etc., qui nous a permis d'accéder à encore d'autres ressources. Aujourd'hui, on est dans la digitalisation, ce qu'on parle de digitalisation, qui accentue encore plus ces phénomènes-là, notamment avec l'hyper-personnalisation. Et puis, on entend beaucoup dire que l'expérience offerte au client devient désormais plus importante que le produit lui-même et que le service rendu. Voilà. Alors, ce que ça entraîne, si vous voulez, c'est que notre régime économique, dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie des habitants de la planète, d'accord, finalement, n'est-il pas devenu un régime qui favorise la recherche d'accumulation du capital, qui, pour les détenteurs, avant tout, comme les actionnaires, les propriétaires, les employés aussi qui peuvent participer à ça quand ils ont un boni par rapport à leur salaire. Et du coup, on voit un certain nombre de choses par rapport à ces détenteurs qui peuvent influencer la réalisation des solutions en fonction des bénéfices futurs. Je ne rentre pas dans un débat politique, je vous rassure, ou un positionnement. Vous allez voir, d'ailleurs, vous allez comprendre ma situation aujourd'hui. Je rappelle, je suis ce qu'on appelle un optimiste réaliste. Et donc, je suis assez positif par rapport à ce qui se passe. Notre société de consommation, finalement, est passée d'une situation de rattrapage avec de pénurie
Donc, on a eu des crises, hein, crises financières, des guerres mondiales, etc., à une situation aujourd'hui effrénée d'abondance. Donc, ne cherchons-nous pas finalement aujourd'hui à rendre les organisations plus agiles pour vendre plus auprès des clients qui sont rois et avoir plus de bénéfices financiers pour les détenteurs. Voilà. Donc, ça va être le point de départ, qui peut être faux, hein, c'est ce que vous allez me dire, si vous allez me donner votre point de vue, vous allez voir par la suite. C'est je pars de ça, en fait. Je pars de ce principe-là. Quelque part, on est rentré dans cette situation-là qui était, même si on a voulu faire évoluer notre monde, on l'a fait évoluer d'ailleurs, on va en reparler aussi. Pour autant, est-ce que finalement, ça ne biaise pas le fait de ce qu'on veut faire, nous, en termes d'agilité, et je vais expliquer ce que c'est derrière l'agilité. Alors, pour donner un exemple, pour appuyer un exemple, il y a un actionnaire qui s'appelle Reward Media, qui sont des actionnaires du mensuel Science et Vie. Donc, Science et Vie, c'est un magazine français qui va parler des sciences, hein, puis d'écologie, etc. C'est un magazine assez réputé. Et quand ils sont arrivés, ils ont imposé un autre style éditorial, favorisant des articles plus simples, plus vendeurs d'ailleurs, avec une population de clients qui avait changé, aux dépens de la qualité plus complexe et plus coûteuse à réaliser. Donc presque l'ensemble des journalistes sont partis à l'origine, hein, de l'origine de ce magazine, et ont été remplacés par des pigistes, par des indépendants moins chers et plus flexibles. Donc on voit bien ici que les actionnaires ont eu typiquement une influence, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, peut-être en mieux, peut-être en moins bien, j'ai aucune idée, mais qui ont eu typiquement une influence par rapport aux bénéfices qu'ils souhaitaient faire sur l'organisation, le mensuel est proprement dit. Donc, ce que je vais faire maintenant, et c'est là où je vais vous présenter les 5 domaines que je vous ai montrés tout à l'heure, et je vais me poser la question à chaque fois, quand on parle de ce domaine-là, je vais me dire, l'agilité derrière ça, c'est ça. Est-ce que notre système aujourd'hui ne met pas un frein par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans chacun de ces domaines-là? Ça va pour tout le monde? Personne ne dort encore? En tout cas, il n'y a pas de questions encore dans le chat. Et je vois qu'il y a 3 pouces levés. Donc, ok. ça sonne positif. Bien que tu dises. Je ne vois pas l'ordre. Toi, c'est là où on parlait de Teams et de Zoom. Et allez-y, si vous voulez intervenir. On a perdu les pouces. Tu les vois. Ah, attends. Il y a Marc. Eric. Qui veut intervenir? Il y a Maëlle aussi dans le chat qui appelle à l'action avec un classique. Faites du bruit. Merci Maëlle pour ton enthousiasme. C'était un pouce pour juste confirmer que ça suit là. Enfin, moi de mon côté, je te suis là. Donc j'attends le dénouement, le punch, et puis les questions vont arriver. Alors le punch, c'est vous qui allez. Je vous fais travailler en fait. C'est vous qui allez le donner. Moi, je vais avoir un constat sur chacun des activités de domaines que je vous ai présenté initialement. Puis après, je vais dire voilà, je vais dire un constat. Et puis vous allez me dire non, on prend que tu dis n'importe quoi, on n'est pas d'accord, on est d'accord, etc. C'est un peu ce débat-là qu'on va se faire. Vous vous rappelez hein, ce que j'ai dit hein, c'est qu'il faut se dire les vraies choses. Voilà. Si on se dit, j'ai vu par exemple des fois des organisations qui vont dire on a mis un Scrum Master, on a mis un Product Owner, on fait de l'agilité et on fait du Scrum. Ok, on fait de l'agilité. Non, dans ce cas-là, non, c'est bien, c'est un bon début, c'est un bon truc, mais là, je vais vous expliquer pourquoi non, parce que par contre, il faut continuer, il faut faire des choses, mais c'est pas parce qu'on a. Et voilà, et donc je préfère leur dire non, et puis leur expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire hein, avec des solutions, en amenant des solutions, que de dire non, non, allez-y, c'est bon, vous avez raison, et puis finalement, c'est pas le cas. Ah, il y a Eric, que je vois qu'Eric est présent, il assiste une deuxième fois. On s'était donné en interne la présentation. Tu vas la faire, tu vas la donner à ma place, Eric. Hein, fais gaffe. Et donc, en fait, voilà. Donc, si je prends ce domaine-là, l'agilité d'affaires, ce que j'entends derrière, c'est que c'est ce qui traduit en opération la vision et les stratégies dans un carnet de solutions. Donc, allant je fais simple. Hein, attention, on est d'accord, c'est bien plus complexe que ça. Hein, mais allant des initiatives métiers
et technologiques jusqu'aux stories. Bon, je pense que la plupart du monde ici présent connaissent les stories, mais c'est grosso modo les plus petits morceaux de fonctionnalités au plus proche des activités du client. Voilà. Donc, à travers ce domaine-là, il y a plein de choses qu'on pourrait parler. Il y a plein d'éléments qui composent ce domaine. On va juste s'attarder pour l'instant, en tout cas, pour appuyer l'argumentaire que je voudrais donner là-dessus, sur la notion de livrer de la valeur au client. Ça, je pense qu'on l'entend tous. Qu'est-ce que c'est de livrer la valeur? Donc, il y a un grand débat là-dessus. Grosso modo, pour y arriver, il y a plusieurs choses. Encore une fois, vous le savez, c'est bien plus complexe que ça, mais pour y arriver, tous les membres de l'organisation doivent être orientés client, doivent se mettre dans la tête du client, s'attacher au produit, à imaginer, à bâtir, se détacher rapidement des morceaux de la solution pour être capable de tester sa viabilité, sa désirabilité, sa fiabilité. Là, vous sentez du design thinking pour ceux qui connaissent, là, mais et pour composer cette valeur, parfois, donc là, c'est notamment la méthodologie SAFe qui va indiquer, mais ce n'est pas que eux, alors je ne pense pas que ce soit eux qui l'aient inventé, j'ai déjà entendu avant, mais il y a plusieurs paramètres, comme la valeur d'affaires, il y a la criticité, la notion d'opportunité et de menace. Donc la question que je me pose, finalement, c'est que dirait notre système actuel si l'agilité d'affaires, si l'agilité d'affaires, favorisait des solutions ayant pour finalement valeur principale le bien-être des personnes, la limitation des impacts sur l'écologie, l'allongement de la durée de vie du produit, la durée d'usage, la capacité de recyclage, un cycle de fabrication plus vertueux, etc., etc., mais ayant pour conséquence de créer moins de bénéfices financiers. Que diraient les personnes qui participent à la réalisation d'un tel produit s'ils s'apercevaient que finalement, ce qu'ils sont en train de faire, la vertu principale qui est demandée, qui est recherchée, c'est l'argent qu'on va pouvoir en tirer. Je suis un peu l'avocat du diable, hein. Je fais exprès un peu de faire ça. Pour vous donner un exemple, par exemple, une étudiante polytechnique, donc une école d'ingénieur assez réputée en France, qui est plutôt généralement vouée à des grandes carrières, travaille dans l'énergie. Donc elle cite, en tant qu'ingénieur, on est derrière notre ordinateur, on fait des modèles, un transformateur. C'est horrible, c'est moche, il y a plein de gens qui luttent contre cela, car cela va faire mourir un village. Les lignes haute tension qui passent au-dessus de ta maison fait plein de grésillements, fait mal à la tête. Tu as des gens pour, des gens contre. Il y a plein de tensions qui se créent. Cela fait mourir le tissu social du village. Moi, ingénieur de transformation, c'est juste un point dans le modèle, des algorithmes dont l'installation rapporte à l'entreprise. Bon, elle est partie. Elle a fait autre chose. Donc, il y a une vraie réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle de quoi, ça, ce que je viens de dire? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que je déraille? C'est la prise en compte des aspects sociaux et environnementaux qui sont de plus en plus pris en compte et qui, même pour certaines entreprises, sont un argument de vente. Hein. Donc, ouais. Dans la mouvance. J'ai monté mon son parce qu'il n'est pas... Ah, putain, zoom à chaque fois. Ouais. Attends, je vais mettre mes écouteurs, ça va être mieux encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on déraille? Est-ce que non? Non, tout va bien. On fait effectivement, c'est pas ça qu'on fait. On est bien dans un circuit, dans l'économie circulaire. On fait de la valeur on participe véritablement aujourd'hui à l'économie circulaire. Il y a un début, mais c'est une tendance qui est à confirmer. Hein. Juste pour nuancer les propos. Alors, il y a commentaire. SAFe n'a rien inventé, ça c'est vrai. SAFe, ils ont consolidé, ils ont mis une espèce de clarté, de cohésion et de cohérence dans plein de méthodologies, mais ils ont au moins eu la bonne réflexion de pouvoir se dire qu'est-ce que c'est l'agilité à échelle. On peut poser la question pour n'importe quelle méthode de hausse de productivité et de sa captation par l'actionnaire. Quel lien particulier avec l'agilité? Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est que, est-ce que ce n'est pas un frein, justement, que finalement, quand on dit l'agilité, on cherche à travers le modèle, le domaine, l'agilité d'affaires,
on cherche à créer notamment, vous voyez, j'ai juste pris un bout, il y a plein de choses, et on cherche à créer de la valeur. Voilà, c'est un des sujets qu'on dit souvent. Mais finalement, si la valeur, c'est juste de faire de l'argent, pour faire crûment, est-ce que c'est une vraie valeur, ça? Est-ce que l'agilité dit que la valeur, c'est de faire de l'argent, justement? Est-ce que l'argent, c'est une valeur produit? On va peut-être tomber vite fait dans une question de morale en philosophie, là. C'est la notion du bien et du mal, où est-ce qu'est la bonne chose? Mais là, on est plus sur une question philosophique, et puis là, de société, et là, on va rentrer dans plusieurs types de visions de société. Enfin, je ne suis pas certain du sujet en disant, effectivement, je vois bien la notion de la valeur, et puis de dire, si on injectait autre chose que du cash dans une chaîne de valeur, on aurait peut-être d'autres sorties, d'autres outputs, d'autres outcomes, et puis d'autres modes de fonctionnement dans l'ensemble des process. Aujourd'hui, ce n'est pas là qu'on est. Donc, à partir de là, obligatoirement, l'ensemble du système répond à ces contraintes. Donc, après, se pose la question de la transformation de ce système-là vers une autre chose, mais là, on rentre plutôt dans ce que je disais, notion de morale, notion de, etc. Enfin, commentaire. Oui, mais justement, la notion, on va le voir, je vais le voir sur les autres domaines, mais la notion de donner du sens, on va le voir après, il y a des trucs, donner du sens quelque part, d'accord? Donner du sens à ce qu'on fait, c'est un des concepts d'agilité, d'accord? Donc, on crée beaucoup ça. Mais si le sens, c'est de faire de l'argent, encore une fois, je fais l'avocat du diable. Tu te dis, parle de philosophie, peut-être, si tu veux. D'ailleurs, en passant, ce qui sauvera le monde, c'est la philosophie, la poésie et ces choses-là. Mais pour autant, tous ces concepts-là, et je vais en détailler par la suite, quelque part, est-ce que c'est... Et on va le voir, tu vas le comprendre par la suite. Tu vas voir chaque domaine, tu vas voir la définition, etc. Mais quelque part, on vend quelque chose. Et puis, j'y crois vraiment, tu vois, ma conclusion. Mais pour autant, on peut se poser la question, est-ce que l'évolution, et j'ai parlé de l'évolution économique qui était super positive, ça a permis à une époque de vendre des voitures, de permettre à des gens d'avoir des voitures, ça a permis d'avoir de la consommation, de faire un rattrapage, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une phase justement sur laquelle notre économie va évoluer vers autre chose encore? D'accord? Ce n'est pas un retour en arrière que je dis, moi, d'ailleurs. Il y a des gens qui peut-être parlent d'un retour en arrière, c'était mieux avant. Moi, le côté c'était mieux avant. Le taylorisme, par exemple, en termes d'économie, ça correspondait à une situation d'avant. Ça a permis, encore une fois, des gens à avoir une voiture. J'aimerais faire une réflexion. Ouais. Parce que depuis le début, pour moi, il y a une erreur de conception. Il y a une méthode de travail qui fait des gains de productivité. Essentiellement, elle fait des gains de productivité. Alors après, il y a le but, pourquoi on l'utilise. On peut l'utiliser avec comme seul objectif de gagner de l'argent le plus vite possible. On peut l'utiliser dans un concept d'économie circulaire. La seule chose que font toutes ces méthodes, c'est transformer l'environnement en quelque chose d'autre. On va dire de plus complexe, mais une bonne fois pour toutes, vu que les stocks sont limités. On est sur une seule planète pour l'instant. Donc après, discuter l'agilité, on pourrait avoir ce discours sur le taylorisme, la finance. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre la spécificité de l'agilité par rapport à ce questionnement. On peut le poser partout. La quête du sens, on peut la poser pour n'importe quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à lier ces questionnements qui peuvent être justes par rapport à l'agilité tout court. Peut-être tu le comprendras par la suite. Après, comme tu dis, aujourd'hui, notre travail, c'est autour de l'agilité. Ce que je veux dire, c'est que c'est un bon point, là, parce que ce que je veux dire, c'est que on parle d'organisation, d'accord? Donc, on est sur un autre modèle d'organisation. Donc là, moi, je détache, bien que j'ai dit, attention, tous ces domaines, les 5 domaines que je vais vous présenter, sont interconnectés les uns aux autres. Si on les prend partiellement ou en silo, ça ne fonctionnera pas. C'est un autre point de vue. Ce n'est pas le débat aujourd'hui d'expliquer comment on transforme en agilité les organisations. Par contre, si je prends ce qu'on est en train de faire en fait en termes d'agilité, de rendre flexible cette organisation, finalement, pour l'instant, on n'a pas les résultats complètement qu'on souhaiterait avoir. Donc, j'ai donné un certain nombre de raisons, mais aussi pour d'autres raisons en termes de situation
économique pour laquelle on est. C'est ce que je me pose comme question, quoi. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, peut-être que c'est encore un frein. Donc, on parle d'économie circulaire, on n'y est pas, honnêtement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller. Ça ne veut pas dire qu'on est en phase d'y aller. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, il faut juste se le dire. Il ne faut pas dire qu'on fait d'économie circulaire. On n'en fait pas pour l'instant. D'accord ? Donc, c'est un peu ça le débat, en fait. Et c'est le débat, mais à travers l'agilité. Là, ce que je parle, c'est que nous, à travers les organisations en agilité, il y a un certain nombre de concepts qu'on souhaite mettre en place. Mais est-ce que c'est possible de les mettre en place dans le contexte dans lequel on est ? C'est un peu cette démarche-là. Ce n'est pas que philosophie. Bon, vous allez voir, je vais passer à l'autre sujet, vous allez voir par la suite. Si je prends les personnes, au moins, vous allez voir comment je détaille chacun des domaines, si vous voulez, en termes de notion d'agilité. Si je prends les personnes, donc les personnes et les actifs, c'est ce qui constitue toutes les ressources qui contribuent justement à produire l'agilité d'affaires de l'écosystème. De la même façon, on pourrait parler d'un certain nombre de sujets dans ce domaine-là. On va s'attarder à la notion de recrutement auprès de nouveaux talents, en fait, qui vont permettre de contribuer à accompagner les organisations dans la complexité de ce monde. Donc, c'est un vrai débat, une vraie stratégie aujourd'hui. C'est un vrai challenge, d'ailleurs, en passant pour les organisations. Alors, là, c'est un peu plus tordu encore, hein, ce que je veux me présenter. Donc, les organisations agiles, mais je dirais les organisations d'aujourd'hui, recherchent de toute façon des ressources qui ont acquis des compétences molles, des soft skills. Donc, vous connaissez communication, capacité d'improvisation, passion, créativité, vivacité, travail d'équipe, etc., etc. Elle demande aussi aux personnes d'utiliser leurs compétences dures, donc évidemment parce qu'on vient quand même avec quelque chose, donc hard skill, donc être capable d'avoir des compétences d'expérience de programmation, de domaines bien précis sur les métiers, sur des stratégies, sur du management, etc. Tout en étant capable de travailler en collaboration avec d'autres expertises. Ça, c'est ce qu'on appelle le T-shape. Et puis aussi d'avoir la capacité de pouvoir même développer d'autres expertises de manière assez profonde. Comme on va pouvoir demander à des programmeurs de ne pas juste programmer, parfois juste dans un seul langage. Pardon. Ça, c'est les E-shape. Pour faire simple encore, hein, c'est plus complexe que ça, mais derrière la question que je me pose, donc ça c'est très bien, on cherche ce genre de profil. Cependant, encore une fois, si notre système actuel fait la promotion d'un travail qui est sans horizon, avec des objectifs qui bougent tout le temps, des limites entre la vie professionnelle et personnelle qui est de plus en plus floue, est-ce qu'on ne va pas créer un travail précarisé, instable et court-termiste, qui met en obsolescence les compétences, le savoir que les salariés peuvent acquérir. Alors que justement, pour que ce modèle fonctionne, il faut pouvoir créer un esprit d'entreprise, une appartenance à l'organisation, développer des habilités et des connaissances qui ne peuvent pas prendre forme que dans la durée et la résilience, qui ne peuvent pas prendre forme que dans la durée et la résilience. Pour faire simple, on veut des gens qui bougent, mais quand ils bougent, finalement, on n'arrive pas à créer ce qu'on a envie de créer dans les organisations. Donc, on se mord la queue, pour le dire autrement. Ça vous dit quoi, ça ? C'est philosophique, ça ou Ça ne vous parle pas ? C'est pas une réalité en termes de ressources, où on n'a pas de problème de ressources aujourd'hui, de compétences à aller chercher ? Il n'y a pas une évolution dans le type de ressources, de talents qu'on souhaite avoir ? Moi, là-dessus, c'est pareil. Je trouve qu'il y a quand même une tendance qui va dans le sens d'une prise de conscience de l'intelligence émotionnelle, des soft skills, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'entreprises où c'est plus des souhaits qu'une réalité sur le terrain. Je trouve qu'il y a quand même une mouvance, une compréhension des soft skills, de l'importance plus de la capacité à apprendre que de la connaissance, par exemple, puisque les connaissances sont de plus en plus obsolètes rapidement. Donc, je dirais qu'il y a quand même une prémisse, quoi. Je pense que ça vient aussi avec les nouvelles générations qui sont plus orientées là-dessus, qui elles-mêmes, quand elles cherchent un emploi, vont regarder ce que les entreprises peuvent leur apporter. Donc oui, effectivement,
C'est une évolution, mais là encore, ça vient-tu des jeunes générations, ça vient-tu d'ailleurs? Lequel a créé le premier cette envie-là? D'où vient ce besoin-là? Je ne le sais pas. Puis je me pose la question aussi par rapport au fait que en agilité, en Scrum en particulier, on veut des équipes justement qui sont comment dire, multidisciplinaires avec des compétences en T-shape, justement, le développement du T-shape. Puis ça aussi, je pense que c'est aussi des choses un peu plus nouvelles, c'est-à-dire qu'on est moins dans nos expertises, mais on demande aussi aux gens d'aller regarder à droite, à gauche. Fait que je pense que ça aussi, ça fait évoluer beaucoup, quoi. C'est là où l'agilité fait évoluer aussi cet aspect-là, selon moi. Et je pense que vous allez voir, hein, là, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aborder les difficultés qu'on rencontre. Parce que parfois, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas comme on souhaiterait que ça fonctionne complètement. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à l'agilité, hein, je le redis, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs de ça. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 26 ans. Hein. Donc, et puis, j'ai beaucoup œuvré dans le milieu sportif. Dans le milieu sportif, si on n'est pas dans des organisations agiles, l'agilité, on la connaît parce que une équipe sur le terrain, si elle attend d'avoir des ordres pour pouvoir fonctionner, ça ne fonctionne pas. Donc, on est dans l'agilité. Donc, je crois vraiment à l'intelligence collective, etc. Ce que je parle, c'est justement les difficultés qu'on met en avant. Après, derrière, il faut juste en être conscient. Mais je vais en parler en conclusion, qu'on a un rôle par rapport à ça. Donc, je crois vraiment à l'agilité. Hein, attention. Hein. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Puis je fais pas ça depuis 5 ans. Hein. Je suis tombé dans une entreprise où on en faisait déjà. Donc, voilà. Donc, même si on en parlait, on ne disait pas que c'était de l'agilité à l'échelle, on ne disait même pas que c'était de l'agilité, on parlait de modulaire, etc. Mais c'était le cas. Quoi. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une difficulté, c'est qu'on veut des compétences qui soient interchangeables, bougeantes, mais du coup, elles bougent. Et donc, il est difficile de les trouver, ces compétences. Et donc, il est difficile de mettre en place, d'avoir ces compétences dans la durée, qui vont nous permettre de continuer à accompagner l'agilité, de permettre de pouvoir pratiquer l'agilité dans ces organisations en termes de ressources. Quoi. Donc, il faut pouvoir considérer ça et pouvoir voir comment on peut conserver ces ressources, comment on peut alimenter ces ressources. Ça va? Ouais, je vois qu'il y a des choses qui se passent ici dans le chat. Ça devient de plus en plus difficile de garder et fidéliser les talents. Wissem qui disait ça. C'est clair. C'est clair qu'on a un gros débat. Alors après, il y a aussi dans la hard skill, hein, parce que par exemple, les compétences techniques, on a du mal à les trouver. Ça, c'est au niveau international, honnêtement. Partout, c'est un vrai enjeu pour tout le monde. Et puis après, les talents forts, on a du mal à les garder parce qu'ils bougent dans tous les sens. Ils sont recherchés. En plus, en période de… Finalement, la pandémie a rajouté une couche difficile, supplémentaire, qui fait, et tant mieux d'ailleurs pour les ressources, hein, qui fait que les ressources sont sollicitées un peu partout, en fait. Je disais en même temps, là, Cécile, là, c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que quand on a fait une transformation, il ne faut pas juste coacher le Scrum Master, le Product Owner, mais surtout le management de l'organisation, et je trouve qu'on ne fait pas ça très bien. Voilà. Alors ça, c'est effectivement, d'ailleurs, on va en parler là, sur le spin. C'est un peu ce que j'appelle le spin, l'agilité à l'échelle, c'est la colonne vertébrale de la structure qui permet, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire là, qui permet à l'ensemble de ces domaines de fonctionner en toute harmonie, de faciliter le passage de toutes les énergies, de créer un mouvement cohérent et permanent et d'apporter de l'agilité à l'échelle de l'écosystème. Ça, c'est le vrai débat qu'on a aujourd'hui. De la même façon, on pourrait parler d'un certain nombre d'éléments qui composent ce système. Là, on va parler de la notion de rythme, plus spécifiquement la notion de rythme. Alors, selon le concept de l'agilité, encore une fois, on pourrait passer l'heure à exprimer ce que c'est, et je ne parle même pas de la synchronisation. Le concept de l'agilité, les équipes qui imaginent, bâtissent et livrent les solutions définissent leur rythme en fonction des intentions de l'organisation et de leurs capacités, et en fonction de la capacité des équipes, en fait. En étant responsable de leur rythme, le fameux pool,
les équipes maîtrisent leur vitesse, au contraire de cadences imposées par des entités externes, le fameux push, pour ceux qui, évidemment, vous connaissez. Donc, il les submergerait et qui les ralentirait. On s'est aperçu que quand il y a un push, que les équipes ne maîtrisaient plus, ça créait évidemment plutôt un ralentissement. Donc, le fait qu'on soit à son rythme, ça permet aussi de prendre son temps pour penser à ce qu'on est en train de faire. Ça permet de pouvoir développer son environnement soi-même de travail. Ça permet d'être créatif. Ça permet toutes ces considérations-là. Donc là, c'était cette étape-là. Alors, en fait, pourtant, je te rejoins, Cécile, c'est que l'agilité à l'échelle peine aujourd'hui à se démocratiser dans les organisations. On dirait que l'agilité est restée au niveau de la chaîne de fabrication, de gens qui fabriquent les solutions, en fait. On cherche parfois, et d'ailleurs, on cherche parfois à suivre leur cadence avec des métriques assez en termes d'agilité, qui pour autant complexifient beaucoup les choses. Donc, de la même façon, je te dirais, pardon, j'étais un peu trop loin, que dirait notre système si demain les organisations disaient on va aller à notre rythme, on choisit notre rythme. On a compris quand même vos intentions, mais on choisit notre rythme. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe aujourd'hui dans vos interventions, dans ce que vous vivez aujourd'hui, là où vous intervenez, et je ne sais pas à quel niveau d'ailleurs vous intervenez? Est-ce que les équipes ont la maîtrise de leur rythme? Non. La plupart du temps, moi, dans les entreprises où j'ai été, on m'a imposé le rythme de sprint, voire même on m'impose encore des dates de livraison. En me disant, là, il faut que tu livres tout. On est encore dans un vieux mode, par certains côtés. Olivia? Ouais, j'ai l'impression que parfois la mauvaise connaissance du management, de l'agilité de manière générale, peut créer, et je l'ai vu dans 3-4 entreprises, des modèles un peu Frankenstein de Scrum qui n'est pas Scrum. Puis dans ce cas-là, moi personnellement, en tant qu'ancienne Scrum Master, puis en tant que PO, je préfère un bon Waterfall qu'un mauvais Scrum. Mais c'est mon avis. Moi, on a des équipes qui sont... Alors, la virtualité, honnêtement, ça n'a pas rajouté. Il y a un plus et il y a un moins, faut se le dire. Moi, il y a quand même plein d'opportunités qui ont été bousculées par malheureusement, c'est quand même une pandémie, c'est quand même quelque chose de bien plus grave, mais il y a plein de burn-out. Moi, autour de moi, j'ai plein de gens qui sont submergés par le travail, en fait. Et que l'agilité n'a pas réussi la manière dont on l'a fait, en tout cas, n'a pas encore réussi à simplifier les choses parce qu'ils sont encore pris dans cette cadence qui est imposée, en fait. J'ai une autre théorie par rapport à ça, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Et simplement, je pense qu'il y a aussi autre chose qui est venue fucker la patente avec le télétravail et le travail remote, c'est qu'on a des semaines de 35, 37 heures, 50, 40 heures, dépendamment de l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais les gens ont pris pour acquis que quand on était au travail, on travaillait 35 heures, puis on travaillait 35 heures effectivement. Alors qu'en fait, dans une journée, on ne travaille jamais 35 heures. Dans une semaine, on ne travaille jamais 35 heures, on travaille 30 heures, peut-être 25, parce qu'on a plein de petites conversations, de pauses de ci, de là, qu'on a perdues avec le télétravail. Je pense que c'est surtout ça pour moi qui conduit à ces burn-out. C'est le constat que commence à voir poindre, en fait. Tu vas voir, j'en parle aussi en culture, là, le 5e domaine qui est la culture. La pandémie a créé beaucoup d'individualisation aussi, en fait. Mais ça, j'en parle pas mal dans la culture, en fait, de vouloir responsabiliser les gens. Et moi, je crois vraiment à ça, encore une fois. Tout ça, je fais l'avocat du diable. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça. J'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Mais il y a parfois l'utilisation de cette situation pour créer autre chose, en fait, de ce qu'on recherche finalement à travers l'agilité dans les organisations, en fait. Donc, il
comme de dire on met un PO et donc on agite. Ben non, tu as mis un PO, c'est bien. Et d'ailleurs, il n'est jamais dispo. Et puis, pourquoi il n'est pas dispo? Parce que tu ne lui donnes pas la disponibilité aussi, etc. etc. Ce n'est pas juste lui qui est responsable, quoi. Ouais, attendez, parce que je n'arrive pas bien à voir avec Zoom. Je vois qu'il y a Frédéric qui a levé la main. Ouais. Tu pourrais te unmute, Frédéric, par contre. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, salut Frank. Puis, tu sais, au niveau du rythme aussi, puis tu sais, je regarde le tableau, l'image qui est à gauche. On ne parle pas de partie prenante encore, ou je n'ai pas encore entendu parler, tu sais, de partie prenante dans tout ça. Tu sais, on parle que la responsabilité des équipes, on parle du management. Souvent, hein, on voit qu'on dit ou on entend dire « Ah, mais OK, on va amener l'agilité dans les équipes, puis le management, on va s'adapter à ce qui est fait. » Mais comment on peut bâtir un rythme si l'ensemble de l'organisation n'y adhère pas? Puis c'est qui doit enforcer l'adhésion à ce changement-là? Puis en quelque part, on parle de rythme. Moi, quand j'en parle de rythme, je m'attends d'avoir un chef d'orchestre. Puis je sais que ça va un peu à l'encontre de dire que de l'agilité, on s'autogère, c'est l'affaire de tous, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on a besoin? Comment tu expliques tout ça? Ben, encore une fois, c'est des sujets sur lesquels on pourrait aborder longtemps, mais j'en parle puisque je dis aujourd'hui, toi, je fais la distinction entre rythme et cadence. Le rythme, c'est quelque chose qu'on maîtrise. La cadence, c'est quelque chose qui est imposé. D'ailleurs, on utilise beaucoup le terme cadence. Ça, c'est, alors, je ne vais pas trop parler de ça parce qu'on va dire que je fais de la philo, mais Simone Weil, qui est une philosophe, justement, qui a étudié pas la femme politique, qui est aussi un personnage impressionnant. Elle a étudié pendant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, justement, le mouvement ouvrier, etc. Elle a même été ouvrière pour vraiment comprendre. Toi, ce que j'aime bien dans ce personnage-là, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui va être connecté au terrain. Et elle fait la différence, justement, entre ces deux domaines. C'est-à-dire que la cadence, malheureusement, justement, les parties prenantes imposent souvent une cadence aux équipes. Voilà, quand je suis arrivé je me rappelle quand on mettait en place du Scrum entre 2000 et 2005, là, avec des groupes comme Expedia, les gens d'affaires venaient me voir en me disant « Ah, super, on va pouvoir demander tout, n'importe quoi, à n'importe quel moment. » Je disais « Non. Déjà en 2000-2005, ça ne marche pas comme ça, les gars. C'est qu'on est tous ensemble, mais il y a plein d'autres concepts qu'il faut qu'on fasse, parce que si vous prenez juste un bout et puis ce qui vous arrange, on n'est pas en train de participer à l'agilité à l'échelle. » Voilà. Et donc, c'est là où je dis, dans la situation économique dans laquelle on est pour l'instant, qui est positive, puisque ça nous a permis d'avancer en termes de planète, on va dire, quand même, sur un certain nombre de données, pour autant, il y a un aspect économique qui fait qu'il y a encore des gens qui disent non, moi je veux ça pour demain, on a cette situation d'affaires qu'il faut que vous puissiez faire, débrouillez-vous, puis tiens, j'ai changé d'avis, on va faire ça autrement, etc. Puis l'agilité dit que je peux le faire. Vas-y, Cécile. Mais est-ce que ce n'est pas relié au fait que, on parle de parties prenantes, on parle de partenaires d'affaires, mais qu'en fait, ce n'est pas des partenaires, on a des relations clients-fournisseurs. Puis moi, quand j'ai affaire à un fournisseur, je lui donne une date je veux que tu viennes me faire les choses pour telle date, plutôt que de me mettre en partenariat avec lui. Puis je pense que c'est cette notion-là qui, moi, j'entends beaucoup aussi le nom « Ah, je vais en parler avec notre client ». Non, ce n'est pas un client, c'est un partenaire. Puis on devrait le considérer comme tel. Mais attention, parce que moi, je travaille pour un client il y a une approche, une évolution, qui va justement dire, allez, on ne dit plus client, on dit partenaire d'affaires. Je dis très, très bien, c'est bien. Mais on est encore en client-fournisseur, ça ne change pas le truc. Complètement. Et donc, on a réussi à intégrer un peu plus des product owners dans l'organisation, mais on est loin du concept Scrum Org qui dit que le product owner, il est responsable de la livraison. De la livraison de la conception, donc j'imagine, ça va plus loin même d'ailleurs, j'imagine, donc design thinking, etc., j'imagine le produit, on commence à le réaliser et puis on le livre au client. Eh bien, le product owner, le product manager, etc., et c'est plus facile quand on est organisé en mode produit, un vrai mode produit,
Ça, c'est un autre débat aussi, on pourrait en parler pendant 1 heure. C'est plus facile de le réaliser. Comme on n'est pas dans cette situation-là, bah, il faut pouvoir se le dire. Tu vois, la même façon que je dis, bah, OK, bah, aujourd'hui, attendez, on a peut-être appelé partenaire d'affaires, mais on est client-fournisseur. Alors, comment on peut faire pour qu'on ait le meilleur environnement possible pour quand même bénéficier d'un certain nombre d'avantages qu'apporte l'agilité en fait, dans une organisation? Mais attention, on ne va pas être les champions du monde de l'agilité. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans la situation adéquate. On n'est pas dans un mode produit. On est encore dans un organigramme très vertical, etc., etc. Donc, tu vois, il faut juste pouvoir se le dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on commence à apporter justement de l'amélioration par étapes, mais que si on veut aller plus loin, ben, on ne va pas y arriver tout seul. Justement, ce n'est pas juste les équipes qui… On a tendance à reporter la responsabilité sur les équipes qui fabriquent. Ben non, on est tous en même temps dans le même bateau, en fait. Ça va? Oui, le manufacturier, je vois que quelqu'un parle d'Amazon. Amazon, c'est un succès formidable d'une entreprise d'aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas sûr que c'est un succès. C'est un succès pour le client. Je ne suis pas sûr que c'est un succès formidable pour ce qui se passe dans les supply chains, parce que là, on est plus un peu système d'information business. Hein. Mais la supply chain, là, le management, quand je lis ou j'écoute des trucs sur le management en supply chain de compagnies de ce type-là, c'est pas super top. Quand je vois en termes d'évolution écologique, je n'ai pas l'impression que c'est super top. Je ne rentre pas dans un débat. Ce n'est pas nécessairement une super avancée. Quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut juste se le dire. Et puis, fine, si on veut ça, ben on veut ça, mais il faut se dire que ce n'est pas une super avancée. Ça marche? Allez, j'attaque la partie digitale. Donc là, vous connaissez hein, les organisations tirent profit de l'innovation, de la technologie, des données qui est en perpétuelle évolution. Pour se rapprocher du client, améliorer les flux opérationnels, fournir des données sécurisées en temps réel aux personnes, aux machines qui en ont besoin. Là, c'est un grand débat des systèmes d'information qui doivent maintenir justement les personnes face à ces évolutions, à maintenir les personnes à la pointe de la technologie et de cette technologie qui bouge. Là, la technologie est vraiment devenue un service essentiel. Hein. On l'a vu pendant la pandémie, comme l'électricité. Et une communication qui ne fonctionne plus, on peut pas, c'est pas possible. Il faut qu'on soit connecté et bien connecté. Je sais qu'il y a des gens qui installent la fibre. Moi, il faudrait que je fasse ça d'ailleurs. J'espère que le réseau est bon parce que parfois j'ai un mauvais réseau. Mais de la même façon, on pourrait parler d'un certain nombre de choses là-dedans. Là, je vais m'attarder à l'intelligence artificielle. Donc, pareil, vous connaissez certainement peut-être même mieux que moi. Moi, je travaille là, j'interviens dans un groupe qui est un peu dans ce domaine-là, pas dans la partie plus BI, mais qui travaille avec l'intelligence artificielle. Donc, on est sur l'intelligence artificielle de la donnée et les algorithmes qui en découlent. Et c'est devenu très, très omniprésent, évidemment, dans notre vie. On n'entend que parler que de ça. Ça permet, c'est super positif, ça permet de comprendre et anticiper les futures tendances, de prendre des décisions plus précises, de consolider toutes les masses d'informations, les quantités d'informations que humainement on ne pourrait pas être capable. Et puis, oui, ça avance, je rappelle Timebox. Et donc, voilà, ça permet d'un certain nombre d'avancées. D'accord? Donc là, understand, predict, decide. On est cependant… La dérive pernicieuse de l'usage des données et de leur exploitation par les algorithmes, est-ce que ça ne devient pas des machines dangereuses qui encouragent des informations toxiques, qui pose la question encore, hein, qui transforment les individus? Alors, ce n'est pas d'aphilo, là, on parle vraiment de vrais sujets, il faut en être conscient, qui transforment les individus en marchandises et qui participent finalement au réchauffement aussi climatique, hein, parce qu'à travers les nombreux… les milliers de data centers qui existent sur la planète, qui sont plutôt extrêmement énergivores, je ne suis pas certain que ce soit une avancée en termes d'écologie, par exemple. Voilà. On l'a vu, vous avez tous entendu parler de Frances Haugen, j'imagine, qui a mis en avant le scandale de Facebookify, qui met en avant un petit peu la politique d'algorithme de Facebook. Et notamment qui indique que ceux qui choisissent la qualité, la pertinence des algorithmes, ce sont ceux aussi qui veulent développer le nombre de clients pour l'entreprise. Quand on relie, c'est comme si vous voulez, si on était en production, quand on fait un produit, c'est comme si on reliait, ou plutôt quand on fait un département de qualité d'un produit qui va sortir, c'est comme si c'est le même département. Enfin, je veux dire, quelque part,
c'est un peu biaisé la chose. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Moi encore, je ne vois pas du tout le rapport entre l'agilité et la problématique des algorithmes. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ça peut se croiser, mais l'un n'implique pas l'autre. En fait, c'est toujours mon malaise depuis le début. On pourrait discuter de ça dans tout un autre cadre que l'agilité. Puis voilà, ça fait quand même 1 heure qu'on parle. Est-ce que l'agilité, si la conclusion c'est dire parce qu'on est dans un système capitaliste, l'agilité ne peut pas être mise en place? Si, mais je veux dire, c'est juste que ses buts sont de produire de l'argent, quoi. C'est tout. Après, est-ce qu'il faut changer le système? C'est un autre débat. On peut le faire sans agilité, avec l'agilité. L'agilité pour être au service de quelque chose qui est environnement durable, si c'est possible. Donc, voilà. Mais moi, c'est 2 sujets totalement différents. Hein. J'ai vraiment du mal à raccorder. Qu'est-ce que c'est pour toi l'agilité à l'échelle? Pour moi, l'agilité à l'échelle, c'est une méthode de travail dont le but, c'est d'augmenter la productivité de l'ensemble de l'entreprise. Et le pari qu'on fait, c'est qu'en donnant de l'autonomie aux gens, c'est dans leur travail de tous les jours, pour ceux qui ont des professions intellectuelles, que ça va augmenter la productivité. Grosso modo, c'est ça le pari de l'agilité pour moi. Donc après, une fois qu'on a dit ça, on peut le faire très bien avec un objectif capitaliste, on peut très bien le faire avec un objectif d'envoyer une fusée sur la Lune, de sauver la planète. Voilà quoi. Pour moi, les valeurs qui l'agilité ne sous-tend pas de valeur en soi. Elle n'est pas vertueuse en soi. C'est là. Après, on décide d'en faire ce que l'on veut. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment du mal à raccrocher les 2 morceaux, quoi. En fait, bon, après, tu as une position qui est bien différente et puis c'est fine. Hein, l'objectif, toi, ce que j'ai expliqué aussi au début, c'est un sujet qui est un peu m'engage en faisant ce genre de truc. Je ne suis pas surpris de toi, Philippe, ce genre de choses, d'avoir des difficultés à expliquer ce que je veux entendre derrière, ce que je veux exprimer derrière. Moi, le départ de la transformation agile des organisations, pour moi, quand tu fais une transformation organisationnelle, enfin, quand tu fais une transformation générale d'une organisation, comme j'ai décrit au début, tu as plusieurs sujets. Si tu t'attaques juste à mettre du Scrum ou à faire de l'agilité à l'échelle, tu n'auras pas une transformation agile. Il faut que tu t'occupes aussi de l'agilité d'affaires. Il faut que tu t'occupes aussi, il faut que tu aies aussi les talents. Il faut que tu aies aussi la technologie qui corresponde avec. Il faut que tu aies aussi la colonne vertébrale, ce qui permet de délier, de sortir l'agilité à l'échelle. Il faut aussi avoir une culture par rapport à ça. C'est-à-dire tu peux mettre tout ce que je viens de te dire avant. Si tu as finalement un management qui dit non à l'erreur, ça va être compliqué. Tu n'auras pas l'agilité à l'échelle de l'ensemble de l'organisation. Donc, à partir de là, j'ai pris à chaque fois ces différents éléments. C'est comme ça que je transforme des organisations. C'est-à-dire que j'attaque tous ces sujets en même temps, step by step, en fonction du contexte, pour y arriver. C'est comme je te dirais, tu gères une pandémie, mais pour gérer la pandémie, tu te dis on va s'attaquer juste au masque. Puis on va aller jusqu'au bout du processus du masque. Oui, puis, je comprends ton idée, mais prenons par exemple les IA. Est-ce qu'on a absolument les IA, l'intelligence artificielle? Oui, ok. Est-ce qu'on a absolument besoin d'intelligence artificielle pour faire de l'agilité? Non. C'est sûr que ça peut être utile, mais c'est un outil parmi d'autres. Je veux dire, l'agilité, pour moi, à la limite, tu serais dans ton association, comme tu disais, ton équipe de sportifs, tu pourrais mettre en place de l'agilité et avoir très, très peu de technologie. Je veux dire, la technologie n'est qu'un outil. Je veux dire, oui, très bien, l'intelligence artificielle, mais elle peut être agile comme non agile. Voilà. Oui, mais c'est tous les sujets. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde ne fait pas l'intelligence artificielle. Tout le monde n'a pas besoin de faire cela. Mais ça contribue. On ne fait pas d'intelligence artificielle pour être agile, en fait, si tu veux. Mais ça contribue à rendre une certaine flexibilité, une capacité de maîtriser un certain nombre de données et d'à rendre de manière le plus flexible. Ça contribue à ça. Mais si, par exemple, il y a des gens qui vont dire on va faire de l'intelligence artificielle, on va créer de l'agilité dans l'organisation.
Non, si tu t'attaques pas à tous les sujets en même temps. C'est ça mon point de vue. Et ça regarde, je ne veux pas bloquer. Avançons parce que il n'y a pas que moi et toi. Non, donc, je vois le temps. De toute façon, je suis pas là pour convaincre tout le monde. Je suis là pour engager un débat. Directement, ta non-compréhension par rapport à tout ça, créer un débat. Donc, objectif atteint. On aurait pu parler de safe, hein, si tu veux. Mais bon, ce sujet-là est bien abordé bien souvent, si tu veux. Donc, on essaie d'aborder d'autres sujets. Je vais aller sur la culture. Et on va finir par la culture et après, je fais ma conclusion. Donc, l'identité culturelle, comme je viens d'expliquer, si on n'a pas une identité culturelle dans une organisation, enfin, ça permet de libérer les énergies, ça permet, au niveau autant stratégique qu'opérationnel, ça permet de passer à l'action, d'être inventif, de prendre des risques, de comprendre le sens de ses activités. Là encore, il y a plusieurs sujets sur lesquels on pourrait parler. Là, je vais parler simplement de la responsabilisation. Enfin, la responsabilité, mais surtout la responsabilisation. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à... Alors, le souhait de bon, vous connaissez, hein, le souhait de l'agilité, c'est d'aller vers une organisation plus responsabilisante, c'est de se recentrer sur l'essentiel, le capital humain, sur l'intelligence collective. Je crois vraiment à ça. On aplanit de plus en plus les organigrammes, la situation du manager change. Il est pour lui de stimuler, d'inspirer, de participer à la vision, de proposer des visions, etc., dans un rôle de coach, plus de coach et de servant leader. C'est plus complexe que ça, mais allons-y de cette façon-là. On va aussi chercher à décentraliser beaucoup plus de décisions aujourd'hui, notamment des décisions qui n'ont pas d'impact stratégique important sur l'ensemble de l'organisation. Voilà. Et c'est la majorité finalement de décisions qu'on peut prendre, qui sont directement prises par les membres directement concernés, les membres qui sont sur le terrain, et parce qu'ils les comprennent mieux, et donc on leur laisse la liberté de pouvoir les prendre. Donc ça, c'est un des concepts culturels, hein, le droit à l'erreur, etc. Il y a un paquet d'autres choses. Hein. Mais est-ce que c'est possible finalement donc, pour faire de l'agilité, il faut ça. Mais finalement, est-ce qu'on y arrive vraiment? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est encore possible de responsabiliser les gens quand il y a finalement un lien de subordination, quand il existe toujours ce lien-là? Donc, est-ce qu'on ne crée pas un monde atomisé, individualisé, isolé, où les gens sont en concurrence les uns des autres, en les rendant encore plus impuissants face aux prescriptions, à des procédures, à des protocoles, à des méthodes, à des reportings incessants? Est-ce qu'on ne crée pas justement véritablement en essayant de jouer sur le narcissisme des employés, en leur disant soyez plus créatifs, sortez de votre zone de confort, prenez des risques, pour faire croire à leur autonomie, pour leur demander de fixer leurs propres objectifs, qui sont souvent d'ailleurs plus exigeantes qu'en réalité, pour être rentables, pour dégager plus de profit, en fait, dont l'objectif c'est quelque part un peu ça. Donc, si c'est ça, c'est compliqué de faire de l'agilité et d'y dire vous avez droit à l'erreur. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui quand on dit vous avez droit à l'erreur? Est-ce que vous voyez vraiment cette situation-là dans vos interventions? Vous voyez ça? Je vois Cécile qui hoche la tête, dit oui, ça a l'air d'être ça. C'est ça? Un petit commentaire, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Il est arrivé dans quelques projets plutôt en waterfall qu'en agile où, oui, le droit à l'erreur a été fait alors que les cibles n'étaient pas très clairement définies, où il a fallu travailler afin de définir celles-ci. Donc, il y avait certaines similitudes un petit peu avec agile ici. Toutefois, cela n'est pas une norme. Cela va dépendre des tenants et des aboutissants avec lesquels votre projet doit être livré pour le droit ou non à l'erreur. OK. Ça veut dire, tu veux dire qu'on peut accepter le droit à l'erreur dépendamment de la situation, c'est ça? Dans certains domaines, c'est ce qui m'a été rapporté. Dans le mien, c'est le cas. OK. C'est quoi comme domaine si c'est pas indiscret? Domaine légal. OK. Après, le droit à l'erreur, ça ne veut pas dire se planter hein, quand on envoie une fusée. Hein. C'est plus compliqué que ça. Hein. On ne peut pas se permettre.
Par contre, c'est de créer, c'est de permettre de tester avant et d'avoir un cycle qui nous permet justement de jouer sur le retour sur expérience pour être capable de s'adapter par rapport à une situation qui pourrait ne pas fonctionner jusqu'à un moment donné envoyer la fusée. Hein. Je pense que SpaceX a su démontrer qu'ils étaient 10 fois moins chers que la NASA, justement en mettant en place des concepts d'agilité. Et pour autant, ils envoient des fusées derrière. Donc, c'est pas on s'est planté, il y avait des hommes, dommage. Non, voilà, le droit à l'erreur, c'est de pouvoir pratiquer, de se permettre de se lancer, ne pas avoir peur de le faire. Et puis voilà. Mais sauf que parfois, c'est pas possible. Vas-y, Eric. Oui, je voulais dire que le droit à l'erreur, il était aussi beaucoup lié à l'innovation. Le droit à l'erreur est un prérequis à l'innovation. Après, quand on est sur des procédures de prod, tout à l'heure, il y a Zoom Invité qui nous a parlé du réglementaire pour les satellites, etc. Là, on ne peut pas se permettre. D'ailleurs, c'est très polémique, ça, le droit à l'erreur, ça peut faire beaucoup, à juste titre, peur. Il est vraiment circonstancié il y a vraiment un cadre. Quoi. Ce cadre est très lié à l'innovation. Ah, c'est clair, mais toi, le droit à l'erreur, c'est, je reprends l'exemple du sport, c'est-à-dire si tu fais du tennis, mais qu'on n'accepte pas que tu peux pas te tromper en faisant le revers, tu feras jamais le revers, quoi. Donc il faut trouver un compromis. Puis tu n'oseras jamais faire un revers, parce qu'en plus on te dit si tu te trompes dans ton revers, tu ne reviens pas, quoi. Et donc du coup, ok, je tente pas le revers, quoi. Je le fais pas. Donc il y a un compromis, voilà, c'est une notion de sécurité, etc. Mais parfois, justement, la réalité de notre système ne permet pas de positionner ce genre de situation. Et puis, du coup, on va à l'encontre un petit peu de ce qu'on souhaite mettre en agilité en place, quoi. Ça va ? Compliqué comme sujet. Hein. Je me suis lancé. Hein. Je voulais faire un sujet qui soit un peu différent d'habitude. Mais je vais clarifier un petit peu parce que je pense qu'avec Philippe, on n'est pas. Je ne suis pas sûr que. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on fait quoi avec ça? C'est qu'il y a quand même plein de gens qui se posent des questions quand même aujourd'hui. Voilà. Et on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on laisse tomber ou on arrête tout? Alors, mon point de vue personnel, c'est plutôt de dire il faut mieux rester dans le train pour en avoir la maîtrise, en fait. Voilà. On reste connecté et puis pour pouvoir justement participer en collectivité à continuer à faire évoluer notre système à travers ce que apporte l'agilité. C'est-à-dire l'agilité d'une organisation dans les 5 domaines peut permettre de faire plein d'autres choses à notre système proprement dit. Et je vous l'ai dit hein, au début, je suis ce qu'on appelle un optimiste réaliste. Donc, je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, Factfulness, qui est un livre qui permet de comprendre que finalement, on a souvent tendance à voir, ce n'est peut-être pas le cas de l'audience ce soir, hein, mais honnêtement, je ne vois pas ça partout. On a tendance à voir le monde plus mal qu'il ne l'est, en fait. Ça, c'est ce qu'il appelle optical illusion. Et puis, on a tendance à différencier aussi le monde en deux mondes. Justement, j'ai entendu au début là, qu'il y a le mal et le bien. Non, ce n'est pas ça dont on parle. D'ailleurs, c'est souvent la vérité est souvent au milieu, en fait. C'est souvent ce qui se passe entre les deux pôles. Donc, aujourd'hui, ce qu'on disait au début, c'est que notre économie a plutôt permis un certain nombre d'améliorations par étapes. Et en fait, a clairement amélioré la qualité de vie de notre planète. Hein. Si on compare un certain nombre de données, notamment par exemple la notion, combien de personnes ont accès à l'électricité aujourd'hui dans le monde, on aurait tendance à penser que pas beaucoup, plus de 80% de la population mondiale a accès à l'électricité. Donc il y a une vraie évolution et c'est quand même un gain d'amélioration de la vie de tous les jours, quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, par contre, la situation effrénée dans laquelle on est, qui permettait de faire un rattrapage d'une pénurie, et peut-être à continuer à faire améliorer dans le sens qu'on entend aujourd'hui d'économie circulaire, etc. Et je pense réellement de mon côté que l'agilité, c'est ce qui va permettre de faire ça. Ce qui va permettre de réfléchir à tout ça sur tout l'ensemble des domaines. Ce n'est pas juste installer du Scrum qui va permettre de faire avancer tout, c'est s'attaquer à l'ensemble des sujets d'une organisation. Et donc,
pour ça, pour moi, il faut pouvoir avoir une pensée systémique de l'écosystème du cœur de métier dans lequel on est pour faire de l'agilité. Il faut pouvoir être nous-mêmes des algorithmes qui vont permettre d'apprendre au fur et à mesure de notre expérience et au fur et à mesure des nouvelles données qu'on va pouvoir rencontrer sur le terrain. Et c'est de constituer aussi la bonne histoire avec les équipes, avec l'ensemble des équipes avec qui on travaille pour imaginer, bâtir et livrer des solutions aux clients dans un environnement bienveillant et agile. C'est qu'en passant par l'agilité à l'échelle qu'on va pouvoir continuer à faire évoluer notre situation. Et donc là, on est le début d'une phase qui va être plutôt intéressante. Mais ça, là, je vous ai été un peu vite pour ça, ces parties-là. Ça, c'est quelque chose que je vais expliquer dans une autre conférence, en fait, dans 2 semaines. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Cécile, tu es sur mute. Je ne sais pas si tu essaies de t'exprimer. Non, je disais que je n'avais pas de questions. Ah, d'accord. Merci. Pendant que les gens réfléchissent, je vais justement publier dans le chat le lien vers ton prochain événement du mois de février qui s'intitule cette fois-ci « Comment devenir durablement une organisation apprenante dans ce monde complexe ». Donc, c'est la solution en fait. C'est la solution à ce qu'on vient de se dire là aujourd'hui. Enfin, c'est pas la solution, c'est un exemple de solutions qui peuvent être faites. Je regarde le chat. Oui, beaucoup de commentaires dans le chat sur chacun de tes blocs. Ah, et ça continue à rentrer. Ah, Maëlle vient de faire un petit commentaire de quelques lignes. Mais voilà, c'est pas un débat philosophique. Je pense que justement l'agilité, c'est compliqué pour plein de paramètres qu'on a cités au début, aussi par rapport au système dans lequel on est. L'agilité, c'est pour moi tous ces paramètres que je viens de donner. Alors, ça surprend peut-être des gens parce qu'on va pouvoir penser, non, c'est d'installer des équipes Scrum, Kanban, de faire une coordination et puis de rattacher la vision aux opérations. Puis on fait de l'agilité. Pour moi, ça va un peu plus loin que ça. Et sur ces sujets-là, évidemment, il y a des contraintes parce qu'il y a une réflexion qui peut être différente, une compréhension qui peut être différente de ces sujets-là par rapport à plein d'entités, par rapport à plein de réalités aussi. Quand il faut livrer en retail quelque chose dans le tourisme, par exemple, quelque chose avant le début juin, parce que sinon on rate toute une saisonnalité, c'est compliqué. L'agilité, c'est pas de dire l'équipe, faites comme vous voulez, puis on verra après, quoi. Mais ça veut dire plein d'autres choses. C'est-à-dire comment on fait pour que justement l'intention de réussir à livrer quelque chose se fasse bien dans les conditions sur lesquelles on est tous concernés, puisqu'on n'est plus en client-fournisseur, sur lesquelles on est tous concernés pour pouvoir faire un certain nombre de choses et d'apporter de la valeur auprès du client qu'on veut toucher, quoi. Et donc, c'est ça à mettre en place. Et c'est ça, à mon avis, qui permettra cette réflexion globale de ce que c'est l'agilité à échelle, qui permettra de continuer à faire évoluer notre système. Ce n'est pas un système, pas une critique du capitalisme aujourd'hui, puisque aujourd'hui, justement, ça apporte énormément de choses, C'est juste que peut-être que notre monde évolue encore sur autre chose. Je vais m'essayer, ce que j'entends, ce que tu dis, et je vais rester sur ma position, mais je vais essayer de l'illustrer par l'exemple. OK, mettons que je suis dans une compagnie qui a une solution innovante pour faire une crypto-monnaie à large échelle et qui va consommer un maximum d'énergie. OK, style Bitcoin, mais encore mieux et avec un peu plus d'énergie à consommer. Bon, on préfère ça de façon très, très agile. On pourrait imaginer que les gens sont totalement autonomes, prennent leurs décisions, ils sont tous motivés pour faire un maximum de cash.
tu fais péter la planète avec ce genre de comportement. Tu n'as pas résolu le problème. L'agilité en soi ne résoudra pas les problèmes que l'on vit, que le fait qu'on est dans une terre finie. C'est à un moment donné, tu veux prendre des décisions, ça dépasse. C'est l'idée de dire on s'organise pour faire quelque chose, c'est dire il y a des choses qui sont interdites. Tu veux sauver la planète, tu interdis le Bitcoin. Simple, on ne le fera jamais. Je veux dire, c'est au niveau de l'État là que ça se passe. C'est parce que c'est un gaspillage monstre d'énergie pour spéculer, in fine. Donc, mais c'est pour ça que moi, ce que tu dis est intéressant, mais franchement, l'agilité, ça peut coupler, mais ça peut être complètement découplé du fait qu'on peut avoir des pratiques pour un monde durable ou pas. On pourrait très bien passer à l'échelle et avoir un monde invivable comme aller vers un monde durable. L'agilité, c'est un outil parmi d'autres. Oui, mais rappelle-toi le sujet initial. Le sujet initial, c'est pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre raison qui fait que l'agilité à l'échelle aujourd'hui encore, en 2021, honnêtement, n'est pas si simple à mettre en place au sein des entreprises. Donc, c'est ça le sujet. Ce que tu donnes comme exemple, c'est encore d'autres choses. Et puis, là, tu peux aller parler de plein d'autres choses. Là, je ne parle pas de ça, moi, je parle de l'agilité. Je dis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est encore aujourd'hui, et qui est encore une avancée, on n'a pas encore appliqué l'agilité à l'échelle dans les entreprises, parce qu'il y a un certain nombre de freins sur un certain nombre de domaines. C'est ça que je dis. Notamment le fait que, quand tu dis la valeur du produit, c'est de faire du bénéfice, et que tu dis à travers l'agilité, justement, tu amènes aussi un certain nombre de concepts, donner du sens à ce qu'on fait, etc. Il y a quand même une bonne réflexion aujourd'hui d'un certain nombre de personnes que je le vois. Hein. Je vois réellement, quelque part, en créant ce type d'organisation, tu crées ce type de truc qui fait que peut-être, justement, d'ailleurs, tu peux le parler en termes des NFT, en termes de crypto, il y a plein de gens, ou même, je prenais l'exemple d'intelligence artificielle, il y a aujourd'hui un mouvement éthique autour des data scientists, toi, par exemple, par rapport à ça. Parce qu'il y a cette réflexion plus globale, en fait. Et parce qu'aujourd'hui, on est dans notre réalité. Mais qu'amène, je vais faire grossier, à l'époque du Taylorisme, on ne te demandait pas de réfléchir. Tu n'avais pas l'occasion de réfléchir. Je fais très grossier, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Aujourd'hui, dans les modèles dans lesquels on met, ça crée plein de concepts, plein de choses qui fait que finalement, on va réfléchir. Enfin, c'est au-delà de ça, j'essaie de te décrire à travers 5 domaines qui sont difficiles, hein, ces 5 domaines. Mais ça va au-delà de ça, en fait. Et ça amène du coup à se poser beaucoup plus de questions qui dit, est-ce que c'est bien de faire ce que tu viens de dire là? Tu sais, le fameux don't look up. Hein, exact. C'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut, quoi? Et il y a des gens qui créent don't look up. Tu vois. Donc, mais c'est pas l'agilité qui fait ça ou pas ça. Toi, mon débat, c'est de dire l'agilité à l'échelle dans ce contexte-là, est-ce que c'est facile? Voilà. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut continuer? Non, continuons, parce que ça va peut-être créer justement, à un moment donné, une chaîne de commandement un mode de fonctionnement qui va changer potentiellement, et qu'on n'arrivera pas à avoir une météorite qui va s'écraser sur la… Ouais, bon, après, regarde, pour essayer de conclure sur une note plus positive, c'est pour moi, limite, ce qui faciliterait probablement beaucoup plus l'agilité à l'échelle, c'est le modèle coopératif. Où finalement, tu as mais pas une coopérative de consommateurs, mais une coopérative de travailleurs. Parce que finalement, il n'y a plus la notion de capital. En tout cas, le capital n'est pas détenu et ne te donne pas un pouvoir de décision plus qu'un autre. Dans une coopérative, tu peux espérer que là, tout le monde peut faire des efforts pour avoir une réflexion commune sur ce qu'on veut, tout ça. Juridiquement, ça me paraît c'est plus proche de ce qu'essaie de pousser l'agilité. Après, là aussi, ça dépend de ce que veulent faire les gens. Tu peux vouloir gérer une mine de charbon de façon coopérative. Ok, Ziad, tu voulais dire quelque chose, c'est ça? Oui, et bonsoir. Moi, c'était 2 défis que je vois et que je voulais vous partager. Le premier, on parle d'agilité depuis avant, mais la vraie question, c'est est-ce que les organisations veulent vraiment être agiles? Parce que ça reste le fameux
bon, ben, PO, Scrum, on est agile, ou tu sais, chez nous, on fait de l'agilité, mais concrètement, c'est soit pas maîtrisé, soit pas compris, ou puis je parle même pas du management. Puis l'autre volet, on parle beaucoup d'agilité des entreprises, mais à date, comment tu veux demander à un collaborateur, une collaboratrice d'être autonome, d'être ouverte, je dis, tu sais, enfin, tout tourne autour de la sécurité. Les organisations ne sont pas forcément super intéressées, puis tu sais, avoir des échéanciers, des dates fixes, tu sais, des datas traitables, quelque chose qui est assez commun, ça rassure. Puis aussi, on se rappelle qu'on parle d'agilité en entreprise, mais dans les écoles, dans les hautes écoles, dans les organisations de tous les jours, il n'y a pas grand-chose qui est réellement agile. Tu sais, il y a un sacré effort à faire, puis on ne parle même pas dans des organisations en tant que telles. Donc, tu sais, souvent, moi, j'ai tendance à constater qu'il y a très peu de compagnies ou de groupes qui veulent être réellement agiles, ou tu sais, qui ont cette pensée-là, tu sais, globale. Souvent, c'est niaiseux, mais c'est la prod, l'informatique. Puis le reste, ça a toujours roulé, ça fonctionne. Puis aussi, tu débarques, puis on te dit, bon, écoute, chez nous, on travaille en agilité. Alors, tu verras, c'est facile. Tu vas regarder le PowerPoint, voici le stage, voici la personne qui va t'expliquer. Bon, allez hop, tu vas me gérer. Oui, super, nice. Bref, tout ça pour dire que, tu sais, on parle depuis avant de plein de sujets qui pourraient aller dans tous les sens. Mais en fin de compte, je n'ai pas l'impression qu'une majorité d'organisations veulent vraiment pousser dans le sens des agilités. Puis deux, les personnes ne sont pas prêtes. Ça reste quelque chose encore très neuf, très nouveau. On n'est pas habitué dans tout notre parcours scolaire ou académique à être réellement agile. C'est comme contre nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 12 heures. Et toi, le point que tu viens de dire, et tu l'exprimes très très bien en termes de conclusion, c'était un peu le sujet que je voulais amener en fait. C'était ça l'idée. C'était comme tu viens de l'exprimer. Est-ce que toutes les organisations, même les startups, hein, tu prends les startups. Moi, on parlait on parlait de RSE à un moment donné, là, responsabilité sociale et économique, je crois, qu'on voit beaucoup des labels qu'on cherche à voir. Je connais des gens qui interviennent là-dedans en France. Dans des startups notamment, et puis le responsable de la startup qui se sent agile, il dit ouais, moi je veux ça, pouvez-vous me donner le label et ce qu'on doit faire pour avoir le label? Et puis les conclusions, c'était que lui aussi il devait contribuer à ça, il devait changer des choses, lâcher prise, etc. Et elle a dit ah bah non, hors de question. Donc ils ont rebrouché le chemin, il n'a pas eu son label RSE. Et donc tu as raison de dire, voilà, c'est ça le truc, c'est que bah, il y a encore aujourd'hui, il y a une réalité qui fait que c'est encore compliqué. Et ça a du sens, je ne dis pas que c'est pas bien, ou je ne sais pas, toi. Mais il faut en avoir conscience. Parce que, comme tu dis, on arrive, et même, comme tu dis, les organisations, est-ce qu'elles en veulent vraiment? Je pense qu'elles ne se posent même pas la question. Toi, la question, quand tu prends dans une grande entreprise, elles vont se dire, bon, on a compris, il faut être agile, c'est mon préambule de début. Parce qu'il faut s'adapter à ce monde qui va vite, qui machin, etc. Il faut que les gens fassent ci, fassent ça, fassent ça. Puis nous, on arrive, on installe ces trucs-là, etc. Mais on n'a pas tous les éléments pour réussir. Mais parce que finalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on on réponde encore plus rapidement à ce monde, etc. Donc, on se mord la queue, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je te rejoins complètement dans cette idée-là. Mais ma position, c'est de pouvoir dire, continuons, parce que justement, c'est ce qui va permettre de faire changer à un moment donné les choses et de faire continuer à faire évoluer comme on a toujours évolué dans le passé en termes d'économie, par exemple, en termes de vie, de société, enfin de choix de société, etc., etc. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire, en fait. Mais je l'ai abordé, si tu veux, dans une méthode d'agilisation, de transformation agile, parce que je considère que quand on veut réussir la transformation en agilité d'une organisation, il faut attaquer plusieurs sujets en même temps. Voilà. Si tu dis juste la technologie, ça va fluidifier un petit peu, rapprocher le cycle de vie entre la fabrication puis la mise en place d'un produit, par exemple, etc., etc. Ça ne suffit pas. Enfin, il y a plein d'autres concepts qu'il faut aborder. Mais est-ce que c'est facile? Non, parce que finalement, est-ce que les gens veulent vraiment cette agilité dans le contexte dans lequel on est? Ça va? Mais restons positifs. Moi, je suis plutôt positif. Hein, et je considère que la génération d'après, justement, c'est en faisant ce qu'on fait aujourd'hui qui va permettre à la génération d'après de continuer à faire évoluer ce monde-là pour éviter d'être. Je ne suis pas dans toute l'Europe
Donc, Look Up, je vous conseille de le regarder, c'est assez marrant. Tristement marrant, hein, évidemment, c'est sombre quand même. Il y a quand même des vraies réalités, mais justement, je crois qu'on n'ira pas là. Je suis positif, rappelez-vous. En tout cas, c'est un sujet difficile parce que c'est difficile de l'aborder comme ça. Honnêtement, je me suis lancé. On a des points de vue. C'est pas facile d'expliquer aussi ce que je veux mettre derrière. C'est vraiment un challenge pour moi, mais j'aime bien. Ça bouscule. Je cherche pas à embarquer tout le monde. Je cherche pas. C'est pas du tout mon point. C'est de créer un débat. Donc le créer le débat, c'est qu'il y a des gens qui sont pour, contre ou c'est pas compris. Mais c'est fine. Au moins j'ai tenté. Oui, vraiment. Merci, Franck. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à quitter puisqu'il est déjà 7 heures. Donc, s'il y en a parmi vous qui doivent quitter, je veux juste vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Je vous invite fortement à la suite le 9 février. Là, j'ai partagé le lien dans le chat. Puis sinon, je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre d'Agile Montréal. C'est vraiment la meilleure manière d'être au courant de tout ce qui se passe au niveau des événements et tout autre activité. Je vois qu'il y en a qui ont allumé leur caméra. Donc, s'il y en a qui veulent continuer aussi la discussion puis le débat, n'hésitez pas. Vraiment, là, ça va nous faire plaisir de rester encore un petit peu avec vous. Merci, c'était intéressant. Oui, un gros merci, Franck. Super intéressant. Merci à vous. J'ai hâte de voir la réponse. Parce que, oui, parce que c'est en place, quoi. Mais ça marche. Hein. Je dis, ça marche. Mais c'est compliqué. Oui, mais je pense que ça passe aussi beaucoup par justement les questions que tu disais. Pourquoi on veut faire de l'agilité? C'est quoi pourquoi vous voulez mettre ça en place? Ah, parce qu'on vous avait entendu que ça va vous faire gagner plus de cash. Non. Peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place là. Ou faut se le dire. Mais attention, tu n'auras pas toutes les valeurs qu'on obtient dans de l'agilité en organisation. L'autre chose aussi l'autre question que je me suis posée pendant la conférence, à un moment donné, puis je ne l'ai pas posée parce qu'il fallait qu'on avance, mais c'est acté. Moi, la transformation dans laquelle j'ai été, on est parti de transformer la base. Puis j'entendais beaucoup mes coachs à l'époque dire on transforme la base pour transformer le haut. Mais est-ce que ça ne devrait pas toujours être l'inverse? Si le haut n'est pas convaincu. En fait, moi, je pars du principe de ce cas-là, c'est que. Les deux. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, ce que j'allais dire, c'est les deux côtés. Ouais, c'est ça. On se rejoint dans le milieu. Ouais. Et parfois, le bottom-up, c'est pour dire hey, nous, on est sur le terrain, on sait que ça se passe. Mais à la fin, si tu veux généraliser quelque chose, faut qu'il y ait du top-down aussi. Sinon, c'est comme tu commences à créer une équipe Scrum dans un coin. On a fait ça hein, chez Expedia, on a commencé à faire des choses comme ça. On a testé le pair programming, on a fait plein de trucs. Si tu n'as pas l'ensemble après, au bout d'un moment, l'ensemble de la compagnie à l'échelle, l'agilité à l'échelle d'une organisation qui embarque, donc avec tous ces concepts de la vision à l'opération, de l'idée à la solution, de la technologie, ça passe par la technologie, ça passe par la culture, enfin tous ces sujets-là, si ça ne marque pas, tu auras un machin qui va tourner comme ça quelque part. Mais l'ensemble de la compagnie, elle ne sera pas plus agile, quoi, tu vois. Oui, complètement. Et je peux donner un exemple, et je vais pas j'ai travaillé pour un groupe dans le transport aérien, je ne citerai pas, où on mettait un programme e-commerce dans lequel on transformait aussi en agilité. Mais c'était juste ce programme-là, donc on avait encapsulé le machin pour que ça fasse du sens. Et la compagnie en question, mais tout le reste autour était super rigide, quoi, en fait. Et donc, à un moment donné, j'ai réussi à leur expliquer. Attention, là, on fait un truc, mais on n'est pas aidé. Et j'avais donné un exemple, parce que c'était assez marrant, j'avais un open space avec plein de gens qui travaillaient pour ce truc-là. Et puis, j'avais un bureau, puis mon bureau, il donnait sur le mur. Donc, ça m'en gonflait, parce qu'il y avait toutes les équipes qui étaient derrière, puis il y en avait un paquet. Donc, j'avais tourné le bureau de 45 degrés. Il y a quelqu'un du bâtiment qui a vu que j'avais tourné le bureau de 45 degrés, s'est monté jusqu'à la haute direction. Et qui sont venus me voir parce que j'étais en contact avec eux en me disant je suis désolé, on est un peu embêté, mais il ne faut pas que tu changes le bureau de 45 degrés, il faut que tu le remettes à sa place. Je me suis servi de cet exemple-là. Hein. Je lui dis voilà, nous on est en train de faire ce machin-là, etc. Vous voulez de l'agilité, vous voulez plein de choses. Le client, c'était ça. Hein. Vous voulez tout ça, mais regardez, vous n'êtes pas agile. La preuve, c'est que je ne peux même pas bouger, prendre la responsabilité de bouger de 45 degrés mon bureau. Je me suis fait taper dessus. Et je me suis servi de cet exemple-là, c'était énorme. Et c'est ça. Et donc, il faut se dire les vraies choses. Donc, on va vous faire un truc, mais attention, hein.
On encapsule le machin. Quand on sera parti, qu'on aura mis le e-commerce, vous allez rester. Oubliez ça. Vous pouvez parler de product owner et tout ça, mais il faut faire autre chose. Il faut aller plus loin si vous voulez aller plus loin. Mais c'est bien ce qu'on fait là, c'est sympathique, mais il ne faut pas se dire qu'on fait de l'agilité à l'échelle. C'est là où tu te dis qu'effectivement, l'agilité, ce que met Olivia là, dans le commentaire, c'est tout sauf un framework, c'est une manière d'être. Parce que tu peux avoir un environnement où tu as des PO, des Scrum Masters, tu fais tous tes événements agiles, tu as ton product backlog que tu priorises, puis etc. Puis tu n'es pas agile du tout parce que tu n'as pas le mindset tout simplement qui va avec. Puis, mais changer ça, comme tu dis, ça, pour moi, ça passe par un changement de culture. Puis c'est là où je pense qu'on a les plus gros freins. C'est que dans les cultures des gens qui sont encore dans les couches au-dessus, on va dire, quelque part, donc les plus anciens, ils ne sont pas dans ce mindset-là, eux. C'est pour ça que je mettais les papy boomers le jour où ils s'en vont. Ça va être bien parce qu'on va avoir les plus jeunes qui, eux, sont déjà beaucoup plus dans un mindset de changement, de recherche. Tu as raison, c'est pour ça que je dis que je travaille pour la prochaine. Il y a des avancées claires sur nos interventions aujourd'hui, heureusement. C'est pour ça que je dis, attention, moi j'y crois vraiment. Mais en participant maintenant encore, comme on le fait aujourd'hui, à faire de l'agilité à l'échelle de l'organisation, on va créer, comme tu dis, la génération qui va arriver va prendre plus et va démarrer ailleurs, quoi. Mais comme tu disais, les papy boomers, etc., moi je considère que c'est parce qu'on est dans un système qui a créé ça, en fait, et qui était bien. Maintenant, il faut peut-être. La question que je me pose, je ne dis pas qu'il faut le faire. Tu vois, je ne fais pas de débat politique ce soir, ou de dire le capitalisme, machin. C'est très bien, tout ce qu'on a fait, on a vu le parcours dans lequel on était très bien. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui faire évoluer vers autre chose? Et je pense que des organisations agiles, qui n'est pas juste de faire du Scrum, machin, etc., qui est plein d'autres choses derrière, est-ce que ça ne créera pas justement la facilité à développer ce monde, à faire encore plus rapidement évoluer ce nouveau monde? J'y crois vraiment. Donc, on travaille pour la prochaine génération, en fait. On le voit beaucoup avec toutes les entreprises RSE, quoi, qui sont justement très agiles dans leur manière d'être, très dans leur idéologie, dans leur manière d'être, dans le fond. Mais ce n'est pas encore généralisé, on en parle beaucoup. Tu sais, c'est comme l'économie circulaire. Ou même, je te donne un exemple concret. Moi, combien de gens qui me disent « Moi, je suis dans la bienveillance, etc. » Ouais, tu as raison. Mais ils ne l'appliquent pas. Je dis « Tu fais quoi pour le mettre en place, ce truc-là » Oui, tu as raison, mais est-ce que. En fait, et puis moi j'en connais, et personne ne veut travailler avec. Donc, quelque part, tu peux dire, tu fais de la bienveillance, mais c'est facile de le dire, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est la démarche, c'est facile de dire qu'on fait ci, qu'on fait ça, mais il faut se dire vraiment. Toi, ce que j'aime bien dans le sport, c'est que le sport, tu peux avoir quelqu'un qui va dire « Ouais, moi je sais jouer au tennis. » Ok, prends la raquette, vas-y, montre. Ah, bah non, tu vois. Puis c'est pas grave. Mais au moins, tu peux pas, ça ment pas, tu vois. Mais dans le milieu professionnel, un peu de tout. Et encore une fois, je suis positif, justement. Mon métier, c'est ça. On travaille ensemble, je travaille pour les équipes, ensemble pour livrer, imaginer, bâtir, blablabla, avec les équipes, avec de la haute direction jusqu'aux opérations. Mais par contre, on se dit, toi, je travaille à un moment donné pour un ministère, c'est clair que les équipes étaient hyper dans le détail, on a simplifié ce truc-là. Je me tourne vers la haute direction, je travaille avec eux et qui me disent « Ah, tu vois, ils étaient bien dans le détail. » Je dis « Oui, vous avez raison. » Mais on ne leur a pas donné le bon contexte pour qu'ils soient justement à notre niveau. C'est-à-dire, sous-entendu, il faut qu'on fasse nous aussi, côté haute direction, un travail pour leur permettre de ne pas être dans le détail, justement. Et ce n'est pas juste eux qui vont changer, c'est tout le monde qui doit changer. Et donc, c'est ça notre métier, d'où la JT à l'échelle, etc. Et c'est de se dire les vraies choses. Donc, des fois, la plupart du temps, les gens sont contents parce qu'on dit, bah, attends, parce que peut-être faut venir avec des solutions, en fait. Si tu dis ça, mais après, tu viens avec des solutions. Voici ce qu'on va faire par étapes. Attention, on ne sera pas demain super agile, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir livrer, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir rassembler le domaine d'affaires avec le système d'information, on va pouvoir faire ci, faire ça, etc. Et puis, si on veut aller plus loin, deuxième étape, il faudra faire ça, etc. etc. Et c'est ça un peu ce que si vous êtes OK, dans 2 semaines, c'est ça que je vais présenter. C'est cette démarche, comment je fais. En reprenant les 5 domaines, c'est comment on aborde ces 5 domaines-là. Comment tu mets en place ce truc que je viens de dire? On sera là dans 2 semaines. Ça marche. En tout cas, merci. C'est pas simple, honnêtement, comme sujet, mais je savais que c'était pas simple parce que c'est pas habituel comme sujet. Et je me suis dit, bon, allez, on y va, c'est pas grave. On est là pour ça. Et puis,
Ouais, puis Franck, je vois que les inscriptions ont déjà augmenté. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes ce soir qui ont déjà répondu à l'appel aux solutions dans 2 semaines. Ça marche. Ben, merci à vous en tout cas. C'est bien sympa. Ouais, ben merci à Demandant, toi. mais bien Écoute, sympa. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Franck, si tu as eu le temps de lire les commentaires. Là. Il y a En évidemment fait, il y a j'avais du mal à faire des les gens deux. qui ont quitté, mais les gens te remercient beaucoup pour cette conférence, d'avoir ouvert le débat. Merci pour la conférence. Elle était tout sauf ennuyeuse. Donc, écoute, tu Tant mieux, ça c'était prendras principal. le temps de lire parce que c'est vraiment tout pour toi. Ben, tant mieux. Merci. Merci à vous en tout cas. Allez, bonne soirée. Super. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, bye bye. Bye.